Salut tout le monde, bienvenue sur Deconomia. Et aujourd'hui, on démarre une vidéo sur la SNCF. Alors il s'agit de la deuxième partie, la vidéo précédente étant sortie la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va aborder exclusivement la question de la privatisation, et notamment de la transformation de la SNCF en SA. Alors en fait, la SNCF, c'est deux sociétés, il y a SNCF Mobilité et SNCF Réseau, et ces deux sociétés sont aujourd'hui des EPIC, des établissements publics, industriels et commerciaux. Et l'objectif de l'État avec cette réforme, eh bien, ça serait de les transformer en SA, en société anonyme. Alors qu'est-ce que ça change? Alors la SA, comme son nom l'indique, est une société donc qui est adaptée aux très grosses entreprises. Pourquoi? Eh bien tout simplement car cette société, elle permet en fait à une entreprise de lever un maximum de cash sur les marchés pour financer des gros projets d'investissement. Donc si demain la SNCF devenait privée, on peut se dire sans doute que cette forme, elle serait parfaite. Oui, mais pour le gouvernement, il ne s'agit pas en règle d'une privatisation. En effet, les capitaux vont rester publics. Mais alors, pourquoi s'embêter à faire une SA? Pourquoi on ne garde pas notre vieil EPIC? Il est gentil notre EPIC. Si on n'a pas l'objectif de lever des capitaux privés, pourquoi on s'embête à faire une SA? Ça sert à rien. L'idée en fait serait que la SNCF serait incitée à mieux gérer ses comptes, car l'État ne serait pas toujours derrière elle pour mettre la main à la pâte. Sauf que si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez que l'État va devenir le principal créancier de la SNCF. Et si l'État est à la fois le seul créancier et le seul actionnaire, eh bien l'État il est carrément là pour mettre la main à la pâte, que ce soit un EPIC ou une SA. Donc si le gouvernement fait ça, c'est qu'a priori, au bout d'un moment, il y aura une privatisation les gars. Faut pas se leurrer. Et alors, est-ce que ça serait vraiment si mal que ça, la privatisation? Bon, pour se faire une idée vraiment précise, on va surtout regarder les autres pays européens. Et pour ça, on va prendre 3 exemples. Je vais commencer par l'Allemagne, ensuite je parlerai de l'Angleterre et enfin de la Suisse. Prenons d'abord donc l'Allemagne. Ah, les Allemands. Oui, on parle toujours de l'Allemagne en matière de privatisation. C'est l'exemple typique cité par Le Monde. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait encore ces Allemands? Eh bien, la Deutsche Bahn, en fait, elle est rentable. Et surtout, ces trains arrivent à l'heure. Comme il s'agit principalement des deux griefs qu'on a contre la SNCF, on se dit que la réforme du système à l'allemande, eh bien, elle doit promettre quelque chose. Ok, alors regardons le résultat de la réforme. Eh bien, l'Allemagne a privatisé son système en 1994, et elle a globalement instauré de la concurrence sur ses lignes. Et depuis 20 ans, qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, globalement, la qualité du service, elle s'est pas franchement améliorée. En fait, tout dépend beaucoup des lignes. Sur certaines lignes, c'est très bien, et sur d'autres lignes, ça va pas du tout. Mais surtout, plus encore, on a eu une hausse de prix. C'est sans doute un des points qui inquiète le plus les usagers sur la réforme de la SNCF. Car en fait, déjà que la SNCF, ça coûte très cher, on se dit que si on se mange en plus des hausses de prix énormes, eh ben, ça risque de faire très mal au portefeuille. En fait, quand on prend le système dans sa globalité, on se rend compte que globalement, en Allemagne, eh bien, la Deutsche Bahn, elle a non seulement des coûts plus faibles, mais aussi des prix plus faibles. Mais alors, comment on explique cela? Est-ce que c'est vraiment du fait de la concurrence et donc de la privatisation? Eh ben, pas vraiment, parce qu'en fait, la principale explication à ce faible niveau des coûts, eh bien, il tient dans le choix d'investissement de la Deutsche Bahn. J'avais dit dans la vidéo précédente que la SNCF, elle avait choisi le tout TGV. Eh bien, à l'inverse, la Deutsche Bahn, elle a choisi les lignes régionales. Faut savoir qu'en moyenne, les trains allemands, ils roulent quand même vachement moins vite que les trains français. Investir dans une ligne régionale, eh ben, ça coûte vachement moins cher que de créer une ligne TGV qui n'existait pas. A l'inverse, en France, la SNCF, elle doit amortir tous ses investissements précédents dans les lignes de TGV. Résultat, eh ben, ces coûts, ils sont difficilement compressibles. Et on voit pas en quoi la libéralisation va y changer quoi que ce soit. Maintenant, passons à l'Angleterre. Le Royaume-Uni, c'est l'exemple typique pris par les opposants de la réforme pour décrédibiliser totalement le gouvernement sur la réforme. Pourquoi? Eh bien parce que le système anglais, 20 ans après sa privatisation, c'est une catastrophe totale. Aujourd'hui, en Angleterre, sur la ligne Brighton-Londres, l'année dernière, il y a une seule ligne qui est arrivée à l'heure. Et vraiment, les Anglais, ils en peuvent plus. Il y a même 2/3 des Anglais qui récemment ont demandé la renationalisation du système ferroviaire. Pourtant, les Anglais, c'est quand même pas des communistes. En Angleterre, c'est un système de franchise. C'est-à-dire qu'on a séparé le réseau en fait en différentes zones. Chacune de ces zones a été attribuée à une entreprise particulière pour y exercer le réseau de mobilité. Les prix, ils ont explosé. Si on prend juste un abonnement mensuel, eh bien ça peut aller jusqu'à 300 € par mois. Genre on estime qu'un Anglais, en moyenne, il dépense 14% de son revenu juste pour le ferroviaire, juste pour se rendre au travail. Alors que c'est environ 2% pour un Français. Après, attention quand même avec cet exemple. Parce qu'il faut savoir que le réseau anglais dans les années 90, il n'avait pas trop la même gueule que le réseau français aujourd'hui. Et probablement que si on faisait exactement la même réforme en France, on n'arriverait pas au niveau de médiocrité que connaissent les Anglais. Ok, maintenant passons à la Suisse. La Suisse par contre, ça c'est le meilleur exemple pour défendre la privatisation. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, globalement en fait, on a juste le meilleur réseau européen de transport. Quand on regarde, il y a une super qualité de service, les prix sont un peu chers mais pas non plus trop dégueulasses, donc globalement ça va, et en plus les trains arrivent à l'heure. À partir de là, il faut regarder vraiment comment ça a été foutu. Quand on rentre dans les chiffres en détail, on se rend compte que globalement, en fait, l'État il subventionne le réseau ferroviaire.
mais il le subventionne beaucoup. C'est-à-dire qu'en Suisse, en moyenne, l'État il dépense 50% de plus par habitant pour le réseau ferroviaire. Sachant qu'en France, l'État il dépense environ 17 milliards d'euros par an pour la SNCF. Quand on ajoute la retraite des cheminots, le coût des projets d'investissement, le paiement de la dette, on arrive à peu près à 17 milliards d'euros. Quand on se dit que la Suisse elle dépense en moyenne 50% de plus par habitant, ça veut dire que l'État il faudrait qu'il rajoute en plus 8 milliards d'euros par an. Il faut se rappeler que la réforme, c'était l'argumentaire d'Édouard Philippe, eh bien elle vise à rendre la SNCF plus efficace, à alléger le fardeau de l'État. Donc on imagine mal l'État rajouter 8 milliards d'euros par an pour la SNCF pour éviter que ça parte en couille. Mais alors pourquoi vraiment, dans toutes ces réformes, on a l'impression qu'à chaque fois le privé c'est pas la solution miracle? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des coûts dans le privé qui existent, qui sont inhérents au privé et qui juste n'existent pas dans le public. Par exemple, dans le privé, vous devez faire de la pub, et même beaucoup de pub, parce que vous êtes sur un marché concurrentiel, et forcément ça rajoute des coûts. Dans le public, si vous êtes la seule entreprise publique, il n'y a pas besoin de faire de la pub. Ensuite, il y a évidemment le profit. Dans le privé, l'objectif c'est de faire du bif, c'est d'être rentable. Dans le public, tout le monde s'en fout, on veut juste rendre un service. Donc forcément, il n'y a pas ce surplus lié au profit. Au final, quand on additionne tout, on se rend compte que pour le système ferroviaire, eh bien le public finalement n'est pas une si mauvaise option. D'ailleurs en France, dès qu'on a voulu faire du partenariat public-privé pour les transports, ça a été une catastrophe. Prenons l'exemple de la ligne de TGV Tours-Bordeaux. Pourquoi cette ligne? Parce que c'est le premier partenariat public-privé en France pour le ferroviaire. Alors l'idée de ce partenariat, c'était évidemment que le privé finance une partie de l'investissement pour que ça coûte moins cher à l'État et qu'on puisse financer des projets qui soient plus coûteux. Alors voilà comment ça s'est articulé. Cette ligne, en tout, elle a coûté 7,6 milliards d'euros. Et Vinci, donc à travers sa filiale Lyséa, en a pris en charge 2,4, soit 32%. Mais attention, sur ces 2,4, déjà, il n'y en a que 772 millions d'euros qui sont des fonds propres. Tout le reste, en fait, ça a été des crédits bancaires qu'a fait Vinci et qui sont garantis par l'État. Donc l'État a quand même financé indirectement l'écrasante majorité de cet investissement. Mais c'est Vinci qui en tire tous les profits. Oui, car c'est Vinci désormais qui va exploiter la concession pour une durée de 44 ans. Et en fait, histoire d'accroître ses bénéfices, ce qu'a fait Vinci, c'est tout simplement de multiplier le nombre de péages. Résultat, à chaque péage, les voyageurs payent, Vinci rentre de l'argent et rembourse largement son investissement. Au final, ce qui s'est passé également, c'est que Vinci a augmenté de manière exponentielle le nombre de trains qui circulent. Alors, on avait fait des études sur cette ligne, Tours-Bordeaux, et on avait estimé que pour satisfaire la demande des voyageurs, il fallait à peu près 13 allers-retours par jour sur cette ligne. Mais ce qu'a fait Vinci, c'est tout simplement d'en demander 19. Pourquoi? Parce que si on fait 19 voyages, ça fait 19 fois des péages. Le problème, c'est que pour la SNCF, plus on fait de voyages, plus ça coûte cher, parce qu'au final, c'est la SNCF qui s'occupe de tout l'entretien du réseau. Au final, la SNCF, rien que sur cette ligne, elle perdrait 100 millions d'euros par an. Quand on fait la somme de la réforme, on a d'une part des bénéfices qui sont assez douteux, on nous annonce potentiellement une hausse de la qualité de service, ou une baisse des retards, mais tout ça reste très hypothétique, et seulement basé sur le présupposé que les salariés, en étant incités, vont être plus productifs, ce qui, au regard des autres systèmes privés, n'est pas du tout avéré et certain. Et à l'inverse, on a au contraire des coûts qui, eux, sont parfaitement identifiables. Alors on a d'une part la fin du statut des cheminots, mais bon, on peut considérer que c'est une bonne chose, pourquoi pas, en termes d'égalité sociale vis-à-vis du reste des fonctionnaires ou des salariés. Mais à côté de ça, on a surtout un coût énorme pour le contribuable. Tout le monde est concerné. D'une part parce que l'État reprend la dette, et ensuite parce qu'il y aura les partenariats publics-privés qui vont fleurir un peu partout et qu'il faudra bien financer. Et enfin, un dernier point, on risque d'avoir une hausse des prix. Donc pour nous, usagers et contribuables, ça va être la double peine. Au final, on se rend compte que cette réforme, contrairement à ce qui a été annoncé, elle est quand même bien davantage basée sur des présupposés idéologiques que sur une analyse froide et pragmatique de la situation de la SNCF. Droit du travail, fiscalité, hôpitaux, maisons de retraite, audiovisuel public, et maintenant voici la SNCF. Au final, les offensives néolibérales contre le modèle social français se multiplient. Et l'objectif évidemment, c'est de prendre de vitesse les oppositions afin de mener les réformes à grand train. Mais pour ceux qui ont tendance à perdre espoir, n'oubliez pas ce bon vieux proverbe indien. Un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Allez, à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter et même à partager la vidéo. Pour tous les gens qui prennent le train ce week-end, je vous souhaite de ne pas avoir de retard et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus.